nous venons juste d'entrer dans une autre séquence. Les tricheurs, les fraudeurs ne l'emporteront pas. Ça ne fait que commencer et les combats continuent. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. Prenez bien vos sièges, asseyez-vous confortablement. Parce que, vous le savez déjà, on va passer un excellent moment de télé. Depuis la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, confirmée par la Cour constitutionnelle, Moïse Katumbi ne s'est pas exprimé. Est-ce une façon tacite pour le chairman de reconnaître sa défaite? Retranché sur cette heure de Cachoboué, l'homme entretient un flou. Ici à Kinshasa, on a dit que des politiques travaillaient pour mettre la ville à feu et à sang. Mais il y a 2 jours, un confrère a interpellé le parti Ensemble pour que ses élus, vu que le parti est contre ces élections frauduleuses, enfin qualifiées de frauduleuses, que ces élus aux législatives ne participent pas aux plénières. Il y a tellement de questions autour de ce parti qu'on a l'immense honneur de recevoir quelqu'un que vous attendiez depuis bien longtemps. Il venait ici jusqu'avant qu'il ne soit porté à ce poste. Depuis, on n'avait plus de ces nouvelles. On est content de vous recevoir, Maître Hervé Diakessé. Bonne année, bienvenue chez nous. Bonne année Jean-Pierre Kaembe. Merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateau dans ma nouvelle qualité. Oui, vous êtes maintenant porte-parole du parti Ensemble. Oui, et je m'incline toujours devant la mémoire de mon prédécesseur, Chérubin Okende, qui n'a toujours pas été enterré. Rendu en terre et dont on est toujours en train de faire de la rétention du rapport d'autopsie, ce qui nous aurait permis d'avancer sérieusement sur les circonstances de sa mort. Mais un jour, justice lui sera faite, ça, n'en doutez pas. On les croit aussi. Bienvenue chez nous. Comment allez-vous? Comment se porte le parti? Écoutez, moi, je me porte très bien. Je l'espère aussi pour mon parti Ensemble pour la République. Comme vous le savez, nous avions mené une campagne électorale épique, au cours de laquelle le peuple congolais s'est fortement mobilisé autour de nous. Et à la fin, nous avons par les élus de la machine à voter, qui pensent ainsi amener un agenda qui leur permettra de modifier la Constitution et d'avoir le pouvoir à vie. Ils ont la grande naïveté de croire que nous allons les accompagner comme des moutons à l'abattoir. Ce matin, Augustin Kabouya disait sur RFI que Moïse Katumbi ne pouvait pas gagner cette élection parce qu'à l'Union sacrée, on avait opté pour une stratégie d'encerclement. Cher ami, lorsqu'on se référera aux déclarations de M. Augustin Kabouya, pour qu'un jour on puisse
trouver de la lucidité et un début d'intelligence et d'intelligibilité, je crois alors que ce sera l'abdication de l'intellectuel congolais. Donc permettez que, en ce qui concerne les opinions de M. Kabouya, je puisse leur accorder la place qui leur revient et que j'y oppose un mépris silencieux. Comment se porte Moïse Katumbi en ce moment? Où se trouve-t-il? Est-il libre de ses mouvements ou toujours aussi encerclé par l'escadron qu'on a vu il y a une semaine passée à Kachobwe sur ces terres? Moïse Katumbi se porte personnellement bien. Ses mouvements sont entravés. Comme vous savez, la plupart de ses activités exigent une forte mobilité, raison pour laquelle il utilise très souvent des moyens aériens, donc il recourt à des jets privés, y compris ses propres jets. Pour des raisons que nous ne connaissons pas, il est interdit à ces jets d'avoir un survol du territoire. Son propre jet ne peut même pas aller effectuer les entretiens nécessaires prévus pour continuer à bénéficier du droit technique de survol. Lorsqu'il a voulu aller assister au match Lupopo et Mazembe Academy, dans le Tanganyika, on lui a interdit de prendre son jet. Lorsqu'il a voulu donc rejoindre maintenant par voie terrestre sa ferme de Kachobwe, il a vu tout à coup un escadron d'hommes en uniforme avec des lance-roquettes venir entraver ses mouvements au sein de sa propre concession. Raison pour laquelle la population de Kachobwe est venue en fait faire un bouclier humain pour le protéger parce qu'on a considéré qu'il y avait là quelque chose qui n'allait pas. Moïse Katumbi, en tant que citoyen congolais, jouit de la liberté de mouvement et sa propriété privée bénéficie de la garantie d'inviolabilité. Et donc, c'était Vous estimez qu'il est dans une sorte de prison à ciel ouvert? Nous estimons que, de manière avérée, on est en train d'entraver la liberté de mouvement de Moïse Katumbi sur le territoire national et qu'aujourd'hui, de manière claire et nette, mais de manière arbitraire, on l'empêche de quitter le territoire national. Est-ce qu'il a fini par digérer les résultats provisoires de la présidentielle confirmés finalement par la Cour constitutionnelle qui le crédite d'à peine moins de 18%? Non, alors, vous auriez dû suivre immédiatement l'ensemble des communiqués qui ont été rendus publics, notamment par la plateforme Sursaut Citoyen, qui regroupe non seulement les groupes des candidats qui ont été candidats au présidentiel, mais aussi quelques acteurs de la société civile et d'autres acteurs politiques qui ont estimé que la mascarade qui a eu lieu le 20 décembre 2023 et dont les conséquences se sont prolongées illégalement en violation de l'article 52 de la loi électorale au-delà du 20 décembre et pour aboutir à l'annonce des résultats de manière cavalière en violation de l'article 71 de la loi électorale qui oblige l'annonce des résultats par la CENI par la compilation préalable de ces résultats. Ouais. Donc tout ça, nous avons rendu public des décisions pour dire que c'est ce qui nous a tenu lieu d'élection et qui est totalement inadmissible. Leurs résultats, nous les rejetons en bloc. Est-ce que vous avez fait une compilation parallèle avec vos équipes et que ressort de cette opération? De la compilation parallèle que nous avions faite jusqu'au 20 décembre, Moïse Katumbi caracolait avec plus de 57% des suffrages. C'est même ce qui a jusqu'au soir du 20 décembre. Du 20 décembre. C'est ce qui a obligé ce régime de la honte à proroger les élections au-delà du 20 décembre. Si vous me permettez, souvent les gens ne comprennent pas quand nous insistons sur cet aspect de la question. Permettez-moi un peu pour des raisons pédagogiques. Je sais qu'il y a certains de nos compatriotes qui veulent vraiment analyser et voir sur quoi nous nous fondons lorsque nous rejetons. Quand vous lisez l'article 52 de la loi électorale, vous allez remarquer que cet article précise les jours de tenue des élections. Cet article dit simplement que les élections se tiennent soit un dimanche, soit un jour férié. Raison pour laquelle, comme le 20 décembre n'avait pas été un jour férié et qu'il n'était pas un dimanche, les ministres du Travail, de mémoire j'ai dit en tout cas, une décision gouvernementale a dû décréter le 20 décembre comme étant un jour férié. Donc ça veut dire que la CENI n'a pas la latitude, la prérogative de décider d'un jour autre
Si les jours que techniquement la CENI est amenée à choisir pour la tenue des scrutins n'est pas un dimanche, c'est l'État congolais qui doit décréter ces jours comme étant un jour férié si la CENI aussi n'a pas choisi un jour férié. Donc les élections se tiennent un seul jour. Le même article 52 vous dit les élections ne peuvent se tiennent de 6h à 17h. Sauf si à partir des 17h, il y a encore des gens sur la file d'attente, les personnels du bureau de vote ira au dernier électeur, on lui donnera un jeton, c'est pour empêcher que d'autres ne s'ajoutent, pour continuer les opérations pour ceux qui sont sur cette file d'attente. Et donc, la dérogation prévue par cet article est très claire. La dérogation ne porte que sur la modification des heures, pas sur les jours. Et même si c'est sur la modification des heures, elle doit être motivée. Il arrive que dans un centre de vote ou dans un bureau de vote, le matériel est tombé en panne, nous on a dû commencer en retard. C'est vrai que 6h à 17h, c'est 6 heures du temps, mais certains ont pu commencer un peu plus tard que d'autres. À cause de ça, on prolonge, ou on n'a pas pu livrer les matériels. Mais il s'agit des heures. Or, la CENI n'a pas prolongé les heures. La CENI a décrété d'office... On est passé du 20 jusqu'au 27 dans certaines circonscriptions, dans certains territoires. Sans qu'il ne s'agisse ni de jours fériés, ni de dimanches. Le président Kadima parlait des défis logistiques. Non, quel est le principe? D'abord, la vraie question, si vous me permettez, c'est parce que ces choses se sont tellement passées dans le brouhaha, les désordres, la fureur et les fanatismes, que peu de gens ont pris de la distance pour réfléchir sur ces éléments. Pourquoi décidons-nous que les élections doivent se tenir seulement en une journée? Il y a une raison pour cela. C'est la question de transparence. En une journée, parce que ces opérations-là, si vous le prolongez, les contrôles vous échappent. Et si les contrôles vous échappent, donc il ne peut plus y avoir transparence. L'une des raisons, c'est que dès qu'on a clôturé, le dépouillement est immédiat. C'est pour que les matériels ne quittent pas ces bureaux de vote, qu'ils ne quittent pas ces centres de vote physiquement et qu'ils n'échappent pas au regard et des électeurs, parce que la loi dit les derniers électeurs qui votent sont d'office des témoins. Et vous avez demandé, vous avez demandé à vos témoins de faire une veillée électorale. Exactement, sauf que la veillée avait son sens si les scrutins s'étaient tenus un seul jour. Oh, on a chassé les témoins, on a chassé les électeurs et surtout les personnels de la CENI est resté plusieurs jours, dont la nuit du 20 au 21, en possession de la machine, sans contrôle aucun. Mais si on avait chassé des témoins et qui avaient opacité, sur base de quoi vous pensez que Moïse Katumbi, au soir du 20 décembre, avait obtenu... Mais justement parce que quand nous organisons les élections, nous intégrons en fait la situation normale. C'est un peu comme le rapport MOS-Sanko vous dit. Ça veut dire que pour tous ceux qui sont sortis des mêmes centres de vote, des mêmes bureaux de vote, en respectant la loi jusqu'au 20. Donc si les dépouillements avaient eu lieu les mêmes 20, nous gagnions ces élections. Or, ces dépouillements sont allés au-delà du 20. Nous aurions eu, en ce moment-là, un faible taux de participation parce que, avec les défis logistiques, la saison pluvieuse, comme l'explique Denis Kadima, il y a eu... Or, c'est un mensonge éhonté. Qu'est-ce que nous avons davantage constaté en suivant ce que Denis Kadima dit? La question du taux de participation n'est pas une question de nullité d'élection. Parce que le vote n'est pas obligatoire en RDC. Et aucune loi dit le vote, on n'en tiendra compte que si l'absentéisme n'atteint pas un tel taux. On compte les voix des votants. Donc c'est déjà un argument totalement fallacieux. Deuxièmement, ce qui est assez surprenant, les nombres de certains électeurs, les suffrages exprimés a dépassé le nombre d'électeurs prévus dans certains bureaux de vote. Et ça, c'est des anomalies. Si un bureau de vote moyennement attend 650 électeurs, Jean-Pierre Kayembe, et qu'on vote au-delà des 650, c'est une anomalie, parce que primo, les électeurs prévus ne viennent jamais tous les mêmes jours et en bloc.
Certains tombent malades, certains ne veulent pas voter, certains sont décédés, certains... Donc, il y a plusieurs circonstances de la vie qui fait que le nombre d'électeurs prévus est toujours inférieur au nombre de votants. Par ailleurs, les dérogations ne peuvent jamais dépasser à un certain niveau un taux tel qu'il puisse influer sur le nombre d'électeurs prévus. Ça, je parle encore sur ce qui a été observable. Hein. Ouais. C'est ce qu'on a vu dans les bureaux de vote. Je vous parle encore du fait que la CENI a été dans l'impossibilité, et toujours dans l'impossibilité de vous dire combien de bureaux de vote elle a ouvert le même 20 décembre. La CENI est dans la possibilité de nous dire combien de machines a voté dans les dispositifs. On a fini par dire qu'il y a eu finalement 64 000 bureaux de vote qui étaient opérationnels, 11 000 autres. Dans quelle cartographie? Et en plus, combien de dispositifs électroniques de vote? Mais dans le cadre de cette émission, on va parler des machines à voter parce que... Pour que les gens comprennent, justement. Elle a déployé. Là, c'est ce qui était observable. Donc ici, je suis encore resté dans le cadre légal d'une élection qui se passe comme elle s'est toujours passée dans ces pays. La CENI ne vous a pas dit le nombre de bureaux de vote qu'elle a pu ouvrir le même jour, le nombre de machines à voter qu'elle a pu y déployer, le nombre de bulletins de vote qu'elle a réellement imprimés. Or, à côté de ce qui a été observable, et pour clôturer sur ça, voilà pourquoi les rapports de la MOE Sanco, donc SCC Sanco, la mission d'observation électorale, va dire pour rendre acceptables ces résultats, donc pour faciliter l'acceptation des résultats, la CENI doit se conformer aux dispositions de l'article 71 de la loi électorale qui lui interdit d'annoncer, parce que la CENI ne fait qu'annoncer, des résultats qui ne sont pas passés par la compilation. Or, Denis Kadima va dire à certains de vos confrères, de mémoire, je pense que c'était Patient Ligodi et Israël Moutala, la question qui lui a été posée, pourquoi vous ne passez pas par la compilation? Denis Kadima va, donc, de manière totalement assez candide, va dire, écoutez, de toute façon, avec le vote semi-électronique, la compilation n'est plus nécessaire et elle nous retarde. Or, pourquoi la compilation a été prévue? Les résultats qui sortent de bureaux de vote sont ce qu'on appelle des agrégats. Ils sont encore isolés. Okay? Il faut à un moment donné les ramener au niveau d'une circonscription. La circonscription des élections présidentielles, c'est le territoire national. Il est vrai, mais chaque électeur vote dans une circonscription précise, qui est un cadre administratif. Donc, on peut savoir le président de la République dans la province du Congo central a eu autant de voix. Dans les territoires de Sekebanza, il a eu autant de voix. À Mupompa, il a eu autant de voix. À Chikapa, il a eu autant de voix. Et Kipushi. Donc, c'est tout ça qui permet, au niveau de la compilation, qu'on puisse les avoir. De deux, la compilation n'est pas qu'une structure d'arithmétique ou de comptabilité des voix. C'est aussi une structure de traçabilité des résultats. Et c'est en cela que la compilation est extrêmement importante. Parce qu'elle permet de valider, d'une part, les résultats issus des centres de bureaux de vote officiels pour qu'on ne puisse pas intégrer dans des résultats des agrégats issus des structures non reconnues. Parce qu'il doit y avoir des procès-verbaux. Et pourquoi il y a des procès-verbaux? Parce que les procès-verbaux attestent de la régularité des opérations, des contestations éventuelles ou des remarques éventuelles des témoins. Ils attestent de l'existence du fameux centre des bureaux de vote et de l'identité du personnel qui y a travaillé. Donc, ils donnent une validité, une authenticité juridique aux opérations. Sinon, nous passons, ça devient juste des nominations et c'est de la blague. Donc, nous n'avons pas eu de compilation. Donc, on nous dit... Monsieur est devenu président de la République, il a 73%, circulé, il n'y a rien à voir. Là, je vous parle encore de ce qui est observable. Maintenant, de ce qu'aucune mission d'observation électorale... Ce que nous n'avons pas vu, ou ce qui n'a pas été dit. Ce que nous n'avons pas vu, mais que notre population... Parce que vous me parlez de la vigilance citoyenne électorale. Maintenant, je vous la démontre. Tous ceux qu'on a débusqués comme des rats dans leurs trous, des fraudeurs, des tricheurs, c'est parce que nous avions créé cette vigilance citoyenne électorale. Ces gens n'étaient pas tous des katumbistes. Mais c'est notre population consciente de la valeur de ces voix qui a commencé à identifier des fraudeurs et des tricheurs, dont les résultats ont été tenus en compte par la CENI. Et la CENI va nous dire, écoutez, j'ai débusqué 82 fraudeurs. Suffrage annulé. Il y a 2 qui sont d'ensemble.
Oui. Nous disons, nous ne sommes jamais solidaires des fraudeurs. Jamais. Mais quand nous regardons les faits que vous, la CENI, vous leur reprochez, il n'y a pas un fait de détention des machines à voter. Première chose. De deux, quand nous regardons les faits de détention des machines à voter, toutes ne concernent que les Tshisekedi. Mais ce qui est inadmissible, et ça je tire deux conséquences, et je l'ai fait avec vous une fois, lorsque nous parlions déjà des kits d'enrôlement, j'avais attiré votre attention en disant, ça commence avec les kits d'enrôlement, ça finira avec les machines à voter. Première conclusion, mais la CENI va trop vite en besogne, Jean-Pierre Kayembe. Réfléchissons ensemble. Nous avons tous fait les études en secondaire comme en faculté. Ce sont des règles universelles. Sans fanatisme, je suis du camp des Katumbi. Vous avez été électeur, je ne sais pas pour qui vous avez voté, mais réfléchissons. Il s'agit de notre pays. Même ceux qui nous suivent, qu'ils réfléchissent. Lorsque dans une session d'examen, un professeur a fait fuiter les questionnaires ainsi que les réponses d'examen à un groupe d'étudiants. Ce groupe d'étudiants est attrapé. Est-ce que le professeur est légitime, fondé à sanctionner ses étudiants? Non. Qu'est-ce qu'on fera? On identifie d'abord le professeur qui a fait fuiter l'examen, on les sanctionne et on les vire de l'université. On identifie les étudiants, tricheurs, fraudeurs qui ne se donnent jamais la peine d'étudier, de faire la campagne électorale comme tout le monde. Ça a été fait. Non. Pas les professeurs. Et je veux arriver là-bas. La CENI, c'est dédouané, évidemment. Mais non. C'est vous qui organisez. Vous avez les monopoles. Laissez-moi terminer par ma démonstration. Allez-y, s'il vous plaît. Les étudiants sanctionnés. Mais que fait-on de la session? Que fait-on de l'examen? Jean-Pierre Kayembe. Lorsqu'il y a une fuite. On peut annuler l'examen, mais pas toute la session. Que fait-on de l'examen? On annule l'examen. Pour les tricheurs, évidemment. Non, pour toute la promo. On annule l'examen parce qu'il y a eu fuite. Jean-Pierre Kayembe. C'est élémentaire. On le sait depuis les secondaires. Quand il y a fuite, qu'est-ce qu'on fait de l'examen? Mais on vous a dit l'écart. Que l'écart. Très bien. Les irrégularités, le fraude n'affectaient pas, même si on annulait les scrutins. Voilà les grands sophismes. Continuons. C'est comme si on me dit, un étudiant moyen ou intelligent, sur un examen de 10 questions, a bien répondu à 7 questions. Mais aux 3 dernières questions, il cale un peu. Il fait comme disent les tricheurs expérimentés. Il le vérifie chez les voisins. Donc, il prend le copillon du voisin et il note les 3 dernières questions, il était moins bon. Quand les surveillants l'attrapent, il va dire, oui, mais monsieur le surveillant, sur 7, j'étais déjà bon. L'écart est tellement grand, je n'ai triché que sur 3. Sanctionné, qu'est-ce qu'on fait? S'il vous plaît, Jean-Pierre Kayembe, vous êtes surveillant dans une salle d'examen. Qu'est-ce que vous faites de cet étudiant dont l'écart est tellement grand? Dans tous les cas... Non, répondez d'abord à la question. Qu'est-ce qu'on fait? L'opinion Jean-Pierre Kayembe, qu'est-ce qu'on fait? Vos enfants vous suivent à la maison. L'histoire va retenir ça. Qu'est-ce qu'on fait de cet étudiant qui donne une telle réponse? Et vous nous donnerez vos commentaires, vos avis. Hein, donc, on attend. On annule son examen. On ne va pas nous dire l'écart est tellement grand. Mais ici, ce qui se passe, réalisons. Réalisons une fois. Arrêtons avec les fanatismes. C'est la CENI qui a le monopole de cette machine à voter. Cette machine ne s'est retrouvée que chez les gens du camp de Félix Tshisekedi. La CENI est complice. Il n'y a pas élection dans ces cas. Il y a eu un plébiscite de la machine à voter. Il y a eu une tricherie. Il y a eu une fraude. Donc il ne s'agit pas d'un problème d'écart. On va même plus loin. La CENI pousse les sophismes jusqu'à vous dire, oui, j'ai sanctionné, mais ils n'ont fraudé que pour les législatives. Ils n'ont fraudé que pour le provincial. Ils n'ont fraudé que pour les municipales. Mais pour les présidentielles, c'était OK. Mais vous avez combiné les scrutins. C'était les mêmes bulletins de vote. Comment vous expliqueriez que la tricherie n'est valable que pour les autres scrutins? Arrêtons d'être fanatiques. Utilisons nos cerveaux. Soyons patriotes.
Il s'agit là de l'expression de la souveraineté de tout un peuple. Vous dites ici non à la balkanisation. Mais c'est comme ça qu'on balkanise un pays. Quand nos voix ne valent plus. Quand on ne croit plus en la démocratie. C'est les replis ethniques qui interviennent. Mais quand les évêques... Oui. Je finis sur ça. Donc, vous voyez, lorsque on n'enquête même pas, et ce n'est pas la première fois, parce que la CENI avait déjà fait disparaître des kits d'enrôlement qu'on a retrouvés entre des mains des particuliers candidats, tous, du camp Tshisekedi. À l'époque, déjà, nous avions dit, vous auriez dû enquêter. On n'a pas enquêté. Lorsque on parle, parce que je me limite souvent à la machine à voter, mais ce n'est pas que la machine à voter qui a été retrouvée entre les mains des gens. Les bulletins de vote aussi. Tout ça ne pouvait être qu'entre les mains de la CENI. Un jour, j'ai trouvé un peu en rigolant un commentaire du taliban. C'est comme ça qu'on les appelle. Bien. D'un tshisekediste fanatique. Il dit, ouais, mais en réalité, la tricherie ne s'est passé que par les machines à voter des Nanga. Et que ça n'a concerné que les kabylistes qui ont transhumé. Je dis très bien. Supposons que la tricherie n'a été du fait que de ces machines-là dont on ne connaît pas le nombre et qui ont été réinitialisées. Les bulletins de vote, c'est aussi Nanga qui vous les a donnés. Soyons cohérents. Nous sommes dans une situation où la fraude est caractérisée, elle a été systématique, elle est avérée, mais ceux dont la fraude ceux à qui la fraude a bénéficié, donc les bénéficiaires de la fraude, ne veulent pas la regarder ainsi. C'est un peu ces passages de Hamlet, dans Shakespeare, dans cette pièce de Hamlet, qui dit il y a quelque chose de pourri dans le royaume des Danemark. Il y a quelque chose il y a ce passage qui dit la trahison jamais ne prospère. Mais si elle prospère, c'est parce que nul n'ose l'appeler trahison. Aujourd'hui, les groupes de gens qui ne veulent pas que cette fraude soit appelée fraude est trop élevée parce qu'ils en espèrent les dividendes. Mais le cercle compact, le noyau, les murs des tricheurs commencent à se lézarder. Tenez, ils ont commencé cette campagne en disant des hackers russes proche de Moïse Katumbi. Ah, ça, c'est Jean-Pierre Bemba. Oui, et aussi un des anciens kabylistes de votre camp qui est à la CENI, qui était parti relayer cette rengaine pour dire qu'effectivement, les serveurs de la CENI étaient menacés. Vous vous rendez compte qu'un serveur de la CENI, c'est comme si c'était juste un site internet dans le web qui se faisait hacker. Mais aujourd'hui, ceux qui étaient dans cette théorie, se sont eux-mêmes fait hacker. Ils ont hacké l'État. Ils se sont entrepartagés des voix comme des cacahuètes alors que nous parlons des responsabilités de représentation du pays. Parce qu'ils disent, même si il était difficile pour Moïse Katumbi de l'emporter parce que on dit Félix Tshisekedi a fait plus de villes, plus de territoires que lui. Il a tenu 67 meetings contre une trentaine pour Moïse, qui ne s'est pas rendu au Kasaï, là-bas où il y a un électorat de plus de 5 millions. Ah, quand on avait empêché son avion d'atterrir et quand on a commencé à attaquer les sièges au Kasaï, Félix Tshisekedi a beaucoup circulé dans la machine à voter. Ça, il n'y a rien à faire. Il a fait aussi plus de voyages. Oui, dans la machine à voter, rien à faire. Il a beaucoup voyagé dedans. Mais ce qui concerne rencontrer les peuples congolais. Vous savez, Jean-Pierre Kayembe, s'ils étaient si forts que ça, s'ils avaient constitué une union aussi compacte, pourquoi ont-ils eu besoin de tricher? Pourquoi tous les tricheurs sont dans un même camp, les camps de Tshisekedi? Je suis factuel, je ne suis ni insultant ni injurieux. Oui. Si je me limite même aux 80 tricheurs, ils sont du camp de Félix Tshisekedi. Mais ces matériels dont ils ont disposé, les bulletins de vote, sont tous émanant de la CENI. C'est ça. Pourquoi on n'enquête pas? Qui leur a donné à la CENI? Comment la CENI peut-elle elle-même être juge et partie?
Donc, elle a sacrifié des lampistes, comme on dit. Quand vous prenez les propos d'un Jekobea qui commence maintenant à morigéner et attaquer des membres du gouvernement, de la haute hiérarchie, les langues ont commencé à se délier. Voyez-vous? Alors nous allons vers quoi? Nous allons vers quoi? Nous entrons dans une impasse. Si vous permettez, c'est aussi ça peut-être qui va vous permettre de voir quels sont les... Comment nous justifions certaines de nos prises de position ou certains de nos silences. L'impasse dans laquelle nous entrons, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, la crédibilité des discours républicains sur la démocratie est au niveau zéro. Vous pouvez être là, docteur, à je ne sais trop quoi, ces pays adorent les titres, etc. Faire croire aux Congolais que la démocratie a du sens, voter a du sens, c'est fini. Okay? On sait tous que les politiciens, c'est des tricheurs, c'est des voleurs. Il faut juste venir leur prendre des t-shirts, prendre l'argent, tout ce qu'ils vont nous donner pendant ce qui tient lieu de campagne. Ils iront à la CENI, ils vont corrompre, ils vont avoir leur machine, ils vont s'entrevoter. Voilà. Et que ceux qui sont en train de réclamer aujourd'hui ne réclament pas le fait qu'il y ait eu tricherie. Ils ne s'indignent pas contre la tricherie. Ils s'indignent du fait qu'ils n'ont pas eu les dividendes de la tricherie comme les autres. Les Jekobea, les autres, ne se pose pas. Ceux du MLC qui manifestent. Donc c'est les Titanic de la fraude. Ils ne dénoncent pas la fraude. Ils ne dénoncent pas le fait d'avoir spolié les peuples. Ils dénoncent le fait que les butins de la fraude n'ont pas permis de leur octroyer la portion qu'il leur fallait. C'est ça la réalité. Premier élément. Maintenant, nous, dans ces pays, quelle est aujourd'hui la cartographie politique face à laquelle nous nous retrouvons et l'impasse devant laquelle ce régime va vite se retrouver? Et quel est son agenda aussi? Et comment nous allons contrecarrer cet agenda? Nous avons premièrement ceux qui ont joué les jeux républicains d'entrer aux élections. Donc c'est nous ensemble, les candidats présidents et nos candidats députés, ou ceux qui n'ont eu que des candidats présidents sans des candidats députés, etc. Et qui avons récusé ces simulacres d'élection. Vous avez ceux qui n'ont jamais cru en ces élections et qui, dès le départ, se sont sentis non concernés. Le FCC. Notamment. Et vous avez ceux qui peut-être avaient des revendications qui n'ont rien à voir avec la démocratie, les élections, etc., à qui vous venez de donner un label de légitimité pour donner à leur lutte armée une revendication qui touche à la démocratie, alors que tel n'était pas le cas. Ça, c'est tout ce que vous pouvez mettre comme des M23, des alliances du fleuve Congo, etc., etc. Ça, je fais vraiment une analyse pragmatique de la situation politique. Quelles sont les forces politiques en présence aujourd'hui? Il reste deux forces. La troisième force, c'est la population qui a un peu, permettez cette expression triviale, la gueule de bois. Il y a eu une grande fête, chacun a pris à sa manière, s'est servi. C'est un peu saoulé, qui se réveille les matins avec sa migraine ou quoi qu'il soit. Les chômeurs resteront toujours chômeurs. Ceux qui étaient venus à pied à la fête rentreront à pied. Ceux qui doivent les loyers à leurs bailleurs devront chercher comment payer ces loyers. Ceux qui ont mangé à la fête et qui ne se sont pas fait une petite provision auront faim au courant de la journée. Vous voulez surfer sur cette frustration? Nous n'avons pas besoin de surfer sur cette frustration. C'est un fait. C'est que les problèmes que nous avions avant les élections demeurent le même, mais exacerbés davantage par le ton et la tournure que cette campagne a prise. Cette campagne a pris une tournure d'exacerbation du discours ethnique et de discrimination. Cette campagne a pris une tournure d'exacerbation du discours nationaliste menaçant, y compris vis-à-vis des voisins. Moins d'escarmouches, j'irai bombarder. Maintenant, on attend les escarmouches et les escarmouches s'accumulent, mais les bombardements, on attend. Donc, aujourd'hui, vous avez cela. Vous avez aussi
D'ailleurs, il reste encore deux parties prenantes. Vous avez eux-mêmes, dans les Titanic de la fraude, qui ne pourront pas tous se partager les butins. Et la gloutonnerie, la boulimie politique de l'UDPS, qui voudra s'accrocher à avoir le plus possible de sièges pour conduire son agenda de modification de la Constitution d'ici le mois de juin, au moins avant la fin de l'année, pour instaurer un régime qui puisse se passer du suffrage universel, un président élu au second degré, mais qui a le pouvoir de nommer des gouverneurs, etc. Et par-delà, vous avez des instances de la société civile qui ont assisté dans leurs écoles, dans leurs communautés, au festival des tricheries des honorables de la fraude et des excellences de la tricherie. Et tout ce monde... Ça fait un cocktail Molotov. Ça fait, à tout le moins, une situation politiquement explosive. Et que, pour la gérer, ça va être très compliqué. Donc, nous entrons dans une zone d'incertitude et je suis assez, pas outré, j'ai dépassé cette étape-là, surpris pour le moins par la naïve arrogance de nos amis de l'UDPS et de leur séide qui pensent qu'après avoir braqué, qu'après s'être octroyé le monopole du butin, les choses vont continuer comme si rien de tout ça n'a eu lieu. Je veux dire que soit ils font de la politique, soit ils sont dans les incantations. Est-ce que vous nous ramenez à ce qu'un journaliste a révélé il y a quelques jours encore à Kinshasa, de ce groupe d'opposants rassemblés dans une salle à Kinshasa pour planifier à mettre la ville, à créer le chaos, mettre la ville à feu et à sang? Je venais d'énoncer une alternative tout à l'heure sur l'arrogance politique des gens. Il dit, soit ils sont naïfs, soit ils sont dans les incantations. Ça, ce sont les incantations. L'ennemi de ces camps politiques, c'est ces camps politiques lui-même. Il est issu de la fraude, il est issu de la tricherie. Il aura du mal à gérer la clé de répartition du butin de guerre, parce que la clé de répartition de ce qui est issu de manière illégitime et frauduleuse, et que la répartition est totalement arbitraire. Et tout ce qui est arbitraire ne respecte pas les règles du jeu, ne crée que des frustrations. Vous allez attendre que ça explose, ou vous avez une autre stratégie, un autre schéma? Parce que ça peut ne pas exploser. Non, ça explosera. C'est automatique. Ça veut dire, il y a des choses qui sont factuellement évidentes. Elles ne dépendent pas de notre volonté. Vous approchez une allumette d'un bidon d'essence, il ne faut pas poser la question. Je veux dire, que vous le vouliez ou pas, c'est que vous venez faire. Donc là, je vous ai donné les ingrédients d'un cocktail qui ne peut être explosif. Maintenant, la question n'est pas si ça va exploser, ça explosera, mais c'est quand? Ça, je ne sais pas. Quand? Non. Je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas dans la divination ni dans... Quand on voit comment les gens ont festoyé le soir de la publication des résultats, beaucoup s'accordent à dire qu'effectivement, Tshisekedi est populaire à Kinshasa et ailleurs. En tout cas, il est très populaire dans les machines à voter. Alors, quand ils ont festoyé, j'ai beaucoup pensé au festin au bord du Titanic qui, dans l'entretemps... était en train de se diriger droit vers l'iceberg. Vous savez, je suis en train aussi, moi, de procéder à une certaine analyse. Jusque-là, j'ai abouti au fait que, oui, nous avons vu notre population se mobiliser. Oui, elle a soutenu massivement Moïse Katumbi. Oui, elle n'a pas soutenu Tshisekedi, qui a été obligé de recourir à la fraude pour passer. Mais pourquoi n'avons-nous pas été en mesure d'imposer les résultats qui étaient les nôtres? C'est une réflexion qui continue. Je sais que l'une des grosses pesanteurs d'une société, c'est un peu comme disait un sage, dans un pays où règne la misère et la pauvreté, il n'y a ni sage ni saint. C'est-à-dire que
notre population en est réduite à des besoins de survie. Elle doit manger pour vivre. C'est-à-dire que c'est les niveaux presque animal. Et on a vu la même population braver les balles de la police, affronter, barricader les routes dans un passé récent. J'y arrive. Ouais. Donc ça veut dire que nous sommes d'abord dans ces niveaux-là de la recherche légitime de ce qui peut nous permettre de rester en vie quand on est en mode survie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'intègre pas dans son intellect les paramètres des honorables fraudeurs et des excellents tricheurs. Mais quant à sa priorité de survie, cette question n'est pas primordiale, elle est secondaire. Maintenant, viendra un moment où les deux vont coïncider. Lorsqu'elle comprendra que sa situation de survie est la conséquence des honorables tricheurs et des excellents fraudeurs, c'est là. Le problème, et ça ne va pas tarder. Plus une partie des cadres que des masses, au point que vous n'êtes pas en mesure de mobiliser, de faire parler la rue. Nous l'avions mobilisé pendant la campagne. La rue est meurtrière. Nous ne sommes pas des lâches. J'ai déjà affronté les balles. Mais nous ne sommes pas non plus des gens naïfs. Aujourd'hui, dans cette séquence-ci, si nous prenons la rue, nous devons la prendre alors pour y rester longtemps. Là n'est pas encore le moment. Et quel est le plan B maintenant? Enfin, vous acceptez si je commence à venir sur les plateaux pour commencer à vous donc vous n'allez pas dévoiler vos stratégies. Oui. Mais non, oui. En fait, ce qu'on retient, c'est que Moïse Katumbi a accepté sa défaite, c'est ça? Non, nous n'avons pas perdu. Nous récusons, nous disons que Félix Tshisekedi est issu de la fraude. Tout ce qui s'est passé a été une fraude. Mais entre-temps, à notre détriment, les voix qu'on nous reconnaît, c'est un peu... Permettez-moi que je vous fasse... parce que je crois que vous allez entrer sur les débats de nos députés, doivent-ils siéger ou pas. On va parler. Oui, exactement. En fait, nous nous retrouvons dans la configuration où vous avez un sac, à l'intérieur duquel vous avez votre argent, votre passeport et des documents importants des services. Supposons que pendant que vous avez votre sac, quelqu'un vous l'arrache et court avec. Vous lui courez après. En cherchant à accrocher la lanière de votre sac, votre passeport tombe. Vous avez l'équation. Dois-je laisser mon passeport pour que je reprenne d'abord l'intégralité? Ou puisque mon passeport est déjà mien, je prends et je continue à les poursuivre pour continuer à prendre les restes, voyez-vous? Donc c'est la configuration dans laquelle nous nous retrouvons. Alors pour contextualiser. Alors, contextualisons. Donc vous anticipez sur la question de savoir si après qu'on ait reconnu ensemble quelques députés alors que nous avions droit à la majorité, nous devons, oui ou non, siéger. Alors, à ce niveau-là, voilà ce que nous pouvons vous dire. Primo, notre parti n'a pas encore levé une option. Donc ici, je veux davantage vous donner plutôt ma lecture des choses, sur base aussi des débats internes, parce que nous sommes un parti démocratique. Il y a un groupe parmi nous qui estime que par question de cohérence, nous ne pouvons pas dire que la fraude a été colossale à tous les niveaux et dire quand même nous devons siéger. Et que d'ailleurs, même si nous devrions siéger, avec un nombre aussi minime, nous ne constituerons pas un groupe parlementaire. Et donc, nous n'irions que faire de la figuration. Et que nous devons alors faire un choix. Oui. Soit nous sommes dans les institutions, soit nous sommes hors institutions. Et tu t'attribues à Olivier Tamitato trancher sur la question? Je suis en train de vous expliquer les débats au sein du parti et je les dépersonnalise. Ça permet que même ceux qui nous suivent puissent comprendre que dans une organisation démocratique,
il y a des débats, ce n'est pas une autorité morale qui descend, qui dit allez ou n'allez pas. D'accord. Donc ils doivent comprendre que c'est une organisation composée des gens qui se posent des questions et qui vont prendre une position. Donc, d'autres disent aussi que placer la question sur ces prismes n'est pas avoir une lecture politique de la question. La lecture politique de la question étant que la tricherie, aujourd'hui, nous sommes parvenus à la démontrer à la face du monde, à tel enseigne que même elle-même, la CENI, a reconnu. Et que les rapports de la MOE 5O parlent des questions totalement inacceptables sur la crédibilité de ces résultats. Et que la plupart des messages même des évêques démontrent que le niveau de la tricherie est totalement inadmissible. Donc, la légitimité des résultats de ces élections, nous sommes parvenus à démontrer qu'elle est totalement inacceptable. Alors, la question de participer aux institutions ou non relève davantage d'une option politique. Nous ne sommes plus dans des questions juridiques parce que participer aux institutions ne vise pas à légitimer les camps de Tshisekedi, mais il vise à savoir si nous continuons un combat dans un cadre républicain. Est-ce que l'option a été levée ? Je vous l'ai dit qu'elle n'a pas été levée, mais il est important que les gens sachent dans quoi nous nous retrouvons. C'est extrêmement important pour éviter d'être dans les émotions. Parce que beaucoup vous attendent évidemment au tournant. Voilà, donc certains disent non, y aller ne vise pas à légitimer, mais il vise à être conséquent dans un combat républicain où nous pouvons être et dans les institutions et continuer à mobiliser notre population dans la rue, parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes aujourd'hui la plus forte force populaire qui s'oppose à ces pouvoirs issus de la fraude. Avec un nombre d'élus aussi insignifiant. Oui, justement. Ouais. La question d'élus insignifiants, c'est aussi la métaphore que je vous ai donnée en disant on peut nous avoir volé nos passeports et notre argent et notre sac, mais ce qui est à nous, nous le récupérons d'abord. Et là où aussi d'autres voix entrent et disent mais les voix dont on parle ne sont pas les voix de M. Tshisekedi. Ce sont les voix de nos élus. C'est notre population, elle nous veut là-bas. Peu importe les nombres, peut-on mépriser cette question sur une approche totalement maximaliste, alors que les jeux politiques aimeraient que nous continuions les combats partout où nous avons, avec les cartes dont nous disposons. Soit alors, nous quittons les jeux dans son intégralité et nous entrons dans une phase insurrectionnelle. Alors, maintenant, c'est ça, voilà, c'est important. Nous sommes un parti, nous avions vocation à diriger ces pays et nous allons les diriger très bientôt. Il est important de laisser foisonner un tel débat parce qu'il va déterminer la suite, surtout que nous connaissons l'agenda de ces régimes. Ces régimes, c'est auto-octroyer une majorité totalement ubuesque parce qu'ils veulent changer la Constitution. Donc, est-ce que nous sommes dans les rejets purs et simples ou comment trouver... Et dans le débat, quelle est la position dominante au sein du parti? Je ne vous le dirai pas. Je vous dis aujourd'hui quelles sont les lignes des débats autour du parti. N'oubliez pas que je suis le porte-parole... qu'il est un peu laxiste, qu'il laisse peut-être certaines choses... Non, Moïse Katumbi n'est pas une autorité morale comme on a été habitué où les gens abdiquent les raisonnements. C'est un chef d'un parti démocratique et c'est un démocrate. Et ces questions concernent le suffrage universel, concernent le fait qu'on nous a volé les voix, concernent le fait de notre participation ou non au combat républicain en continuant nos revendications. Donc, ce n'est pas une affaire qui peut se traiter, quelqu'un se réveille et dit « Ok, vous partez ou vous ne partez pas ». Donc, c'est important que ici, c'est important parce que je vous respecte et je respecte les téléspectateurs. Je ne sais pas comment on dit, ceux qui nous suivent sur Internet. Il reste téléspectateurs, abonnés. Le public, les abonnés. Tout ce qui vous avez peur que si vous dites aujourd'hui de ne pas y aller, d'autres vont bouder et aller siéger, c'est ça? Non, ça, ce serait totalement collatéral. Il faut que nous revenions aux fondamentaux. Les questions se posent. Je vous ai dit les arguments pour et je vous ai dit les arguments contre. Donc, il y a des instances du parti qui vont se réunir et qui vont lever une option. Et je vous ai dit aussi les arguments
Par exemple, donc pour d'aucuns, c'était vous siégez, donc vous reconnaissez, vous n'êtes plus cohérent avec vos revendications sur l'annulation des élections, et d'autres qui disent non. Parce qu'effectivement, vous avez appelé à manifester le 20 janvier. Le 20 janvier, Moïse Katumbi et Martin Fayoulou ont appelé à manifester. Boycotter totalement les simulacres d'élections qui vont hisser Félix Tshisekedi par la fraude à la tête du pays, ça c'est clair. Non, j'insiste davantage sur notre prise de position parce que c'est ici, ça fait preuve de sagesse et pour la délicatesse de la question vis-à-vis du public qui nous suit. Et parmi, c'est certainement ceux qui nous ont soutenus depuis l'étranger, ceux qui vous suivent et qui nous soutiennent. Il est important qu'ils voient que si nous prenons du temps, c'est parce que nous tenons en compte tous les paramètres. Nous prendrons une décision. Et le problème avec une décision en démocratie, elle ne va pas satisfaire tout le monde, certainement. Mais donc, si vous dites on ne part pas, vous devez dire on ne part pas, alors on fera ça pour la suite. On part, mais alors dans ces cas, on le fait par rapport à quoi et quoi. Et quand Kamita tout dit que le combat, nous allons le mener à l'interne, ça c'était un point de vue personnel ou il engage le parti? Je répète que le parti n'a pas encore pris position. Et Moïse lui-même, et les réflexions fusent de partout, c'est parce que nous ne sommes pas un parti caporaliste. Nous respectons l'intelligence et la pensée de tout le monde. Vous êtes prêt à travailler avec Félix Tshisekedi si jamais quand vous tendez la main? Moïse lui-même est-il prêt à jouer le rôle de porte-parole de l'opposition? Chaque chose a son temps. Pour le moment, nous sommes dans la séquence qui veut que nous n'allons pas permettre à l'agenda de modification de la Constitution, de caporalisation des institutions et surtout du fait que l'État soit hacké par un groupe d'individus de prospérer. Et en même temps, au niveau de notre parti, et aussi j'ai oublié d'intégrer une chose, parce que même quand notre parti va prendre certaines positions, nous avions eu des alliés à la candidature de Moïse Katumbi. Et nous ne pouvons pas prendre certaines positions sans intégrer aussi l'impact et l'incidence que ça aura sur les alliés qui nous ont suivis dans ces combats. Voyez-vous? Donc, c'est tous ces paramètres-là qui font que nous prenons les temps nécessaires de consulter tout le monde pour rendre publique une position qui, à mon sens, ne devrait pas traîner. Jamais travailler avec Félix, c'est pas à l'ordre du jour. En politique, rien n'est impossible. En politique, rien n'est impossible, mais les valeurs demeurent quand même. Voyez-vous? Et nous sommes tout de même des gens qui n'admettons pas la fraude. Quand les évêques disent qu'un candidat s'est démarqué des autres, l'on dit... C'était nous. C'était vous. Oui. Après, les choses ont basculé dans l'irrationnel. Vous croyez pourquoi ils ont... Ça veut dire qu'ils étaient tellement loin dans les voies qu'ils ont eu besoin de 7 jours, y compris des machines à voter parallèles pour compenser leur 73%. Et mais dans les faits, ils sont très modestes. Je me demande pourquoi ils n'avaient pas 110%. Dans les faits, on dirait que c'était bien... Il parlait bien de Félix Tshisekedi. Vous avez demandé ça à la MOE? Vous faites juste une interprétation. Une analyse. Ben, c'est la vôtre. On dit, vous avez beaucoup compté sur la Senko et qu'elle vous a déçu. Non, du tout. La Senko, aujourd'hui, a rendu public des résultats qui nous disent ceci dans sa mission. Que Denis Kadima, au 20 décembre, ne nous a jamais dit combien de bureaux de vote il a ouverts, combien de machines à voter il y a déployées. En ouvrant au-delà du 20, il a commis une illégalité. En rendant public, donc il a violé l'article 52 de la loi électorale, parce que souvent nous parlons comme ça, mais il faut toujours donner les soubassements. En rendant public des résultats non compilés, il a violé l'article 71 de la loi électorale. Et donc, aujourd'hui même, en publiant des résultats sans donner les principes d'attribution du seuil pour les législatives nationales, il est dans une opacité totale. Tout cela rend inacceptable en l'État les résultats qu'il a rendus publics. Voilà la mission de la MOE. Et la MOE SCC Senko vous dit en plus, elle n'a statué que sur ce qui était observable. Elle ne pouvait pas savoir que des machines pouvaient être bourrées en amont. Elle ne pouvait pas savoir que des machines pouvaient être données à des tshisekedistes par la CENI. Là est l'enjeu.
Je ne comprends toujours pas que nous continuions à regarder ailleurs, qu'aujourd'hui la vraie question est de poser à Denis Kadima, à tout son bureau, pourquoi avez-vous donné des machines aux Tshisekedi-istes? Mais quand on voit le calme apparent qu'il y a sur l'ensemble du territoire, on est tenté de penser que les résultats publiés sont conformes à la vérité exprimée dans les urnes. J'apprécie beaucoup que vous ayez ajouté à apparent l'épithète, plutôt au calme, l'épithète apparent. Le calme est apparent, le grondement est sourd, hein, il est vraiment en train de sourdre. Et je pense que nous ne devrions pas minimiser l'impact du cirque auquel nous assistons sur la suite. Quand vous voyez des gens du MLC, certains de Force du Progrès, quand vous voyez des gens, les gens de Ngobila et qu'on sort, commencer eux-mêmes à dénoncer ce que nous savions. Et vous dites qu'on entre dans une zone de turbulence. Jean-Pierre Kayembetatou, je donne 3 cas, voyez-vous. Nous entrons d'abord dans une situation de désacralisation de l'État et de tout ce qui concerne les fonctions de représentation. Nous avons affaire à des honorables fraudeurs, à des excellences tricheurs. Ça, c'est connu de la face du monde. Donc, tout ce qui est vertueux, tout ce qui a des valeurs, tout ce qui est l'essence à accorder au respect des autorités est totalement perdu. Deuxième conséquence, la foi en la démocratie et aux élections est totalement disloquée, est totalement anéantie et annihilée. Parce que ni vous, ni moi, ni qui que ce soit ne peut aller dire aux gens, écoutez, continuez à croire à la démocratie, continuez, etc. C'est la seule règle, etc. Quand on vous dit que aujourd'hui, l'UDPS vous a démontré que c'est la démocratie du plus fort et du plus tricheur qui est toujours la meilleure. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une impasse où les mêmes problèmes politiques qui auraient pu être résolus par les élections, parce que le gros des problèmes que nous avons dans notre pays sont liés à l'illégitimité. C'est toujours la querelle de l'illégitimité de nos dirigeants. Mais aujourd'hui, non seulement nous l'avons aggravé, exacerbé, et que ça s'est fait à ciel ouvert, mais le problème demeure. Or, nous nous retrouvons devant 2 ou 3 cas de figure. Soit, vous croyez encore que les revendications citoyennes dans la rue ne seront pas étouffées comme les débuts des manifestations chez Martin Fayoulou. Les leaders ne vont pas toujours être empêchés de circuler comme on le fait avec Moïse Katumbi. Un groupe d'individus qui a pris les pays en otage est libre de manifester où, quand et comment il veut. Les gens d'Ngobila ont manifesté devant sa maison, ils ont manifesté devant la CENI. Ceux de Bemba ont manifesté en toute fraternité avec la police. Nous tous, nous sommes en train de regarder, donc nous sommes des citoyens de seconde zone. Nous, dès qu'on manifeste, on vous cite des endroits où ne pas partir, et on vous dit c'est inopportun, on vous raconte n'importe quel salam alek, et on envoie la police étouffée. Vous croyez que les gens vont continuer à accumuler ça, et à se regarder comme des citoyens de seconde zone, et laisser un groupe d'individus hacker les pays? Alors on va se retrouver devant notre configuration. On a fini. Ceux qui ne peuvent pas venir dans la rue, ceux qui vont estimer que toute cette rue ne sert plus à rien, ils vont faire quoi? Ils vont faire ce qu'on appelle le repli identitaire. Et c'est de plus en plus les discours qui commencent à sortir. Et la tentation, et je vais clôturer par là, la tentation de cette bande de tricheurs, de fraudeurs et de hackers, d'apprentis sorciers, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chez des braconniers du droit qui leur ont concocté une constitution sur mesure à faire voter par les honorables et tricheurs. Et d'après eux, ils vont la soumettre au référendum. Vous savez, au référendum, la population ne répond que très rarement à la question posée. C'est ces jours-là, à ces référendums, on va aussi poser les autres questions. Pourquoi pas le Congo central poser la question, quel est son intérêt à rester encore dans une entité au sein de laquelle un groupe de fraudeurs peut s'éterniser à vie en trichant et en fraudant et en modifiant la Constitution. On va dire, mais ça, c'est un discours sécessionniste. Nous, les référendums, on a le droit de poser cette question-là. Vous croyez que les États... Non, la sécession, c'est qu'on ne passe pas par les référendums.
La sécession, c'est qu'on déclare de facto et par les armes qu'on n'est plus concerné. Mais les référendums, mais Denis Kadima a présidé la mission des Nations Unies au Sud-Soudan pour le référendum. C'était pas une sécession, c'était le référendum. Donc, à un moment donné, vous voulez les référendums pour changer la Constitution? Posons toutes les questions. Goma, le Nord Kivu, va poser la question, est-ce qu'on va encore rester avec des leaders fraudeurs? Ou peut-être que chacun peut voir ailleurs? Ou peut-être, vous voulez nommer des gouverneurs? Ben non, nous, on veut les élire maintenant. Pourquoi les nommer? Pour que vous ayez des gouverneurs, vos satrapes chez qui vous partez, vous puisez à la caisse de l'État, vous octroyez des mines. À ce moment, ils diront, mais vous avez prévenu, Moïse Katumbi est venu balkaniser le pays. Les balkaniser, comment? On vous parle du référendum. Moi, je n'ai même pas encore cité les Katanga. J'ai commencé par le Congo central. Vous avez déjà Moïse Katumbi. Vous voyez, les Congo aussi ne peuvent pas se dire qu'en fin de compte, on peut un peu aller voir ailleurs. Mais c'est un référendum. L'Équateur peut aussi poser cette question. Avec sa forêt, sa biodiversité, ses bois qui sont presque multiséculaires. Et tout ce qu'il peut exploiter. Alors que les gens sont là, misérables, minables. Ils ne jouissent pas des avantages de leur pays. Qu'est-ce que nous avons encore à gagner à rester avec des leaders tricheurs? J'ai vu ces gens, je leur ai parlé. J'étais dans la campagne avec Moïse Katumbi. J'ai fait des campagnes de porte-à-porte. Dans cette ville de Kinshasa, les gens n'ont plus d'eau. Là, les fleuves vont déborder. Ils sont dans la crasse la plus inacceptable. Qu'est-ce qu'ils gagnent à voir des honorables tricheurs, des excellents fraudeurs? Posons-nous les vraies questions. Nous avons étudié pour ça. Pour voir des tricheurs qui sont en train de nous diriger. Ils ont triché. Ils avaient la machine à voter. Denis Kadima les leur a donné. On le sait. Parce qu'il était les seuls qui les détenaient. Et vous voulez qu'on applaudisse, qu'on appelle tous ces gens excellence honorable. Mais on marche sur la tête dans ces pays. Est-ce qu'on a étudié pour continuer à vivre comme ça? Est-ce que vous êtes sûr de la manière dont on est en train d'être dirigé dans ces pays? Par des tricheurs, des fraudeurs. Vous êtes sûr que vos enfants pourront un jour trouver un emploi correct, être rémunérés correctement si même ils ont cet emploi, et si correctement, régulièrement. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils auront l'éducation que vos parents vous ont donnée avec ces excellents tricheurs et ces honorables fraudeurs? Quand nous allons atteindre ce point de bascule, quand les réflexes de survie vont constater qu'en réalité on y est à cause des honorables tricheurs et des excellents fraudeurs, nous n'aurons même plus besoin de donner les mots d'ordre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Titanic de la fraude va droit vers l'iceberg qui va rencontrer cette résistance. Et elle est imminente. Pas immédiate, mais imminente. Merci bien à vous d'être venu. Tout le plaisir est pour moi. Et vous le savez, nos portes seront toujours ouvertes pour vous. Revenez quand vous le pouvez. Merci, et je tiens aussi à le dire, je sais, vous m'avez dit que beaucoup de ceux qui nous suivent se sont inquiétés énormément de mon absence, alors que j'étais un peu plus fréquent. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais porte-parole de la société civile. Vous savez, la société civile est plus dans une posture de revendication permanente. Ça pouvait justifier un peu plus ma fréquence. Maintenant, je suis porte-parole d'une organisation politique. Donc, je ne me présente pas sur les plateaux de ma propre initiative. Je viens lorsque les séquences de l'actualité l'exigent, mais aussi lorsque l'organisation à laquelle j'appartiens les juge opportun. Il se peut que l'actualité exige quelque chose, mais l'opportunité politique fasse que le moment est encore inapproprié pour venir. Ce n'est pas que je vous effouille, c'est toujours un grand plaisir de venir sur votre plateau, débiter sur beaucoup de choses, mais mon statut politique a fortement une incidence, non pas sur ma liberté de ton, mais sur la fréquence de mes apparitions, pour ne pas toujours nous mettre dans une situation qui peut embarrasser mon parti. Non, chaque fois que vous le pouvez, chaque fois que c'est possible, n'hésitez pas de faire signe. Mais nous aussi, on va de temps en temps rappeler. On tombera sur la bonne occasion. Il faut dire au peuple congolais de ne pas se décourager, de ne surtout pas baisser les bras. Nous venons juste d'entrer dans une autre séquence. Les tricheurs, les fraudeurs ne l'emporteront pas. Ça ne fait que commencer et le combat continue. Le combat continue. Merci à vous d'être venus. Merci au public, à vous qui avez pris le temps de regarder cette émission. À tous et à chacun, nous vous souhaitons une très bonne soirée.